La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à Michel Rocard, alors qu'un hommage national a été rendu aujourd'hui dans la cour d'honneur des Invalides à Paris. Cet hommage qui intervient alors que la gauche, on va en parler, se déchire sur les valeurs du socialisme, qu'il y a une vraie fracture aujourd'hui à gauche entre d'un côté ce qu'on peut peut-être appeler les sociodémocrates, du côté de Manuel Valls, Emmanuel Macron, François Hollande, et puis de l'autre côté les frondeurs avec quelqu'un comme Alexis Bachelet qui est ce soir sur le plateau avec nous. Avant de reprendre ce débat, on va écouter François Hollande lors de l'hommage rendu à Michel Rocard. Il forme au Parti socialiste avec ses amis ce qui fut appelé la deuxième gauche. Michel Rocard pouvait être sévère à l'égard de la première, lui reprocher son jacobinisme, son centralisme, voire même ses archaïsmes. Lui, il en appelait davantage à la société qu'à l'État, plus à la négociation qu'à la loi, aux forces vives plutôt qu'aux alliances politiques. Mais il était conscient que les deux gauches devaient s'unir pour gouverner. Jamais il n'a joué contre sa famille politique, même quand il a fallu qu'il s'efface devant François Mitterrand. Alexis Bachelet, vous êtes un fondeur, vous êtes senti visé par ce qu'a dit François Hollande. Je répète la phrase, Michel Rocard n'a jamais joué contre son propre camp, contre sa propre famille politique. Est-ce que vous êtes senti visé? Pas du tout. Ah ouais, pas du tout. Bah non, surtout que derrière l'exemple, c'est François Mitterrand devant lequel Michel Rocard se serait retiré. Or, je crois qu'il a toujours été clair pour Michel Rocard. Là, il y a quand même une allusion, pardonnez-moi quand même, parce qu'on a quand même tous compris, il ne faut pas être grand politologue, il y a quand même une allusion là très claire lorsqu'il dit les deux gauches doivent s'unir et il ne faut pas jouer contre son propre parti. C'est une allusion quand même directe à vous, les frondeurs. Pas seulement. Pas seulement. Moi, j'ai l'impression que c'est une allusion plutôt à l'élection présidentielle et au fait que, effectivement, aujourd'hui, on est près du précipice, au sens où s'il y avait plusieurs candidats socialistes, ce qui aurait pu être le cas effectivement à l'époque du duel entre François Mitterrand et Michel Rocard, ça serait probablement très difficile et probablement l'implosion du Parti socialiste. Or, moi je partage avec Michel Rocard la volonté de maintenir le Parti socialiste non seulement dans son identité, dans son nom, dans son histoire, et d'essayer effectivement de le réinscrire, de le réinventer. Parce que finalement, la question qu'a posé Michel Rocard à plusieurs reprises, c'est celui de la modernité de la gauche et de la capacité du Parti socialiste à ne pas simplement exercer le pouvoir dans une vision, dans un rapport très court-termiste, avec des jeux tactiques, des billards à trois bandes. Et je pense que les 6 derniers mois que Michel Rocard a vus, comme nous tous, que ce soit la déchéance de nationalité ou la dernière séquence sur la loi travail, n'a pas dû lui faire plaisir parce que je ne crois pas qu'elle soit inspirée de la méthode Rocard et que c'était plutôt d'inspiration mitterrando-machiavélienne que d'inspiration rocardienne avec une vraie volonté d'agir juste et de parler vrai. Ouais. Justement, Jean-Paul Duchot, sur les liens entre François Hollande et Michel Rocard, on peut le dire, Michel Rocard, c'était pas un grand fanat quand même de François Hollande. Il n'aimait pas justement, comme disait Alexis Bachelet, ce côté peut-être un peu tacticien qu'a pu avoir François Hollande lorsqu'il était premier secrétaire du Parti socialiste, ou comme il l'est encore aujourd'hui. Il n'aimait pas ça, Michel Rocard. Il a fait voter pour François Hollande au cours de la primaire du Parti socialiste. Il aurait pu faire voter pour Martine Aubry. Il a fait voter pour François Hollande. Et donc, il a, sur François Hollande, les critiques qu'il a exprimées dans l'article du Point, c'est-à-dire quelqu'un qui est trop sensible aux médias, à l'immédiateté, etc. Mais il a toujours été extrêmement loyal. Et vis-à-vis de Mitterrand, ce qu'on peut dire, et la manière dont il a exercé ses responsabilités au Parti socialiste, certains de ses amis en étaient parfois maris, mais il était d'une fidélité absolue. C'était vraiment un militant socialiste. Parce qu'il avait besoin de ça, il avait besoin de... Et d'ailleurs, c'est lui qui a demandé qu'un hommage lui soit rendu à Solferino. C'est pas le Parti socialiste qui en a eu l'idée immédiatement. Hélène Pitychowski, justement sur ce discours, pour rebondir quand même sur cette déclaration de François Hollande, lorsqu'il dit Michel Rocard n'a jamais joué contre son propre camp. Vous dites c'est un message qui ne s'adresse pas uniquement aux frondeurs. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à l'attention de Manuel Valls. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a ces deux gauches qui donc s'avèrent présentes et qui sont là sur la scène politique nationale. Les frondeurs sont l'incarnation de la première gauche, mais c'est
pas eux qui sont aux manettes. Bon, ils sont l'incarnation, ils sont là, ils agissent, mais enfin, ils défendent, disons, leurs propres convictions. C'est ce que font les... Mais, par exemple, Manuel Valls, qu'est-ce qu'il veut, Manuel Valls ? Il ne veut pas forcément que les deux gauches soient réconciliées et que le Parti socialiste retrouve une unité. Non, Manuel Valls, il veut aller au clash. Il veut, en quelque sorte, pour parler de manière un peu familière, il veut se débarrasser de cette gauche archaïque qui tergiverse, qui pour lui empêche la France d'avancer, de se réformer. Et donc, c'est quelqu'un qui va et qui joue. Et je pense, quand François Hollande dit Michel Rocard n'a jamais joué contre sa famille politique. Ah, c'est aussi un message sibyllin adressé à son Premier ministre ? Quelque part, quand même. Qu'il adresse le moindre message à son Premier ministre en ce moment. Sinon, on n'en serait pas là où on en est. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que François Hollande soutient quand même Manuel Valls dans ce il en a besoin. Que ce soit cette loi travail. Et justement, c'est pas interdit tout en étant contraint de le soutenir pour un certain nombre de raisons et on se demande qui soutient l'autre. Enfin, bon, voilà. Mais si vous voulez, c'est quand même l'occasion pour François Hollande, qui adore ça, d'envoyer des petits messages à tout le monde. Bien évidemment, un petit peu à tout le monde, un tel, vous, voilà. Pierre-Emmanuel Guigaud. D'autant qu'il y a des primaires qui vont avoir lieu, que François Hollande sera vraisemblablement candidat aux primaires et que donc il a besoin justement, lui, de rassembler ces deux gauches. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu, son message. Absolument. Finalement, moi, je vais me faire le rassembleur des deux gauches. Et d'ailleurs, à un moment donné, il a dit... C'est-à-dire qu'après avoir fracturé les deux gauches, voilà qui se fait le rassembleur des deux gauches. Il pourra toujours dire que c'était son Premier ministre et que c'était pas lui. Enfin, le Premier ministre dans la Ve République sert aussi à ça. Il est aussi parachute. Ça, moi, je pense et par ailleurs, il a bien dit à un moment donné, il a bien vanté aussi le Michel Rocard qui justement aimait le temps long. Et il a dit à un moment donné, une phrase à peu près comme ça, qui était oui, on ne peut pas juger d'une personne qu'à un seul mandat. Il a dit une phrase comme ça. Donc je crois que c'était assez clair sur justement, là aussi, un message sibyllin adressé non plus seulement ni aux frondeurs ni à Manuel Valls, mais à tous les Français. Je pense qu'il faut Jean-Paul Huchon. Il faut rien caricaturer. Manuel Valls n'est pas non plus un monstre d'autoritarisme qui essaye d'éliminer les socialistes qui ne pensent pas comme lui. Il est simplement placé dans une situation où lui, il considère que sa responsabilité, c'est de faire avancer ce dossier sur la loi. Alors, il le fait avancer. Alors, évidemment, il se heurte à une opposition interne. Mais alors, vous le disiez tout à l'heure, Jean-Paul Huchon, vous disiez Michel Rocard, c'était la concertation, c'était la négociation, c'était le refus finalement de l'autorité. Manuel Valls a travaillé avec Michel Rocard dans son cabinet. Manuel Valls se revendique comme l'héritier de Michel Rocard. Or, Manuel Valls, on peut lui faire le reproche, notamment sur cette loi travail ou sur la loi Macron, justement, de ne pas avoir travaillé en concertation. On peut lui reprocher aussi d'avoir fait preuve d'autoritarisme. Alors, est-ce qu'il est vraiment l'héritier dans le sillage de Michel Rocard ? Qui ne fait pas finalement le contraire de ce que faisait Michel Rocard. Vous devez mesurer que quand on s'avance vers un compromis qui aurait permis de ne pas recourir au 49.3, la confiance entre les deux camps est tellement rompue qu'on a peur que de toute manière, après ça sera encore autre chose. Et après, ça n'arrête rien sur la primaire et autres. Donc Manuel, il fait son travail vous le défendez bien. De chef de gouvernement. Il est désigné par le président de la République et il porte les affaires de l'État. Et il porte les affaires quand même de François Hollande. Allez, Hélène Pijowski, un mot et ensuite Alexis Bachelet. Moi, c'était juste à propos du 49.3, François Hollande, ça fait plusieurs fois qu'on entend dire depuis la disparition de Michel Rocard que lui aussi avait utilisé le 49.3 à 28 fois. 28 reprises, c'est ça exactement. Mais c'était pas du tout dans le même contexte. C'est pas il avait une majorité il n'avait pas de majorité. Le Parti socialiste, il n'y avait pas de majorité. Il devait soit s'allier avec les communistes, soit s'allier avec les centristes. C'est parce qu'il y a des socialistes qui font défaut, si vous voulez, au gouvernement, qu'effectivement, il y a eu l'usage du 49.3. Mais Michel Rocard était complètement contraint d'aller pêcher ses voix de temps en temps à droite, de temps en temps un petit peu plus à gauche. Il faisait comme il pouvait pour faire passer ses réformes. Il n'y avait pas de majorité absolue. Voilà. Il avait une majorité stéréo, Rocard. Quand il avait besoin des communistes, il allait les chercher et ensuite il allait voir les centristes. J'ai vu Christine Boutin voter plusieurs fois avec nous, parce que le jeu en valait la chandelle. C'est une très bonne expression, la majorité stéréo. Très bien. Voilà. Alors justement, Alexis Bachelet, vous dites l'héritier de Michel Rocard, vous dénoncez le 49.3, l'utilisation du 49.3. Je rappelle d'ailleurs que vous aviez déposé pour nos téléspectateurs, vous aviez signé la motion de censure contre la loi travail lors d'une première lecture à l'Assemblée nationale. Vous ne l'avez pas signée d'ailleurs, certains de vos amis frondeurs vous en ont fait le reproche, la dernière motion de censure, mais vous dénoncez quand même l'utilisation du 49.3. Michel Rocard, il l'a utilisé à 28 reprises, le 49.3.
Absolument, mais dans un contexte radicalement différent. Et d'ailleurs, vous l'avez noté, moi-même, j'ai pris la liberté de soutenir une motion de censure à un moment donné, dans un contexte politique, et à un autre moment de ne pas le faire. Pour quelle raison d'ailleurs? Pardonnez-moi, parce que tant qu'on y est, qu'on sache bien la raison, parce qu'on peut penser à une absence, pardonnez-moi, de courage politique. On ne va pas jusqu'au bout. Il faut dire que les socialistes, enfin la direction du Parti socialiste avait menacé d'exclusion, avait menacé également de ne plus investir les députés socialistes qui signeraient cette motion de censure. Vous avez eu peur? Oui, enfin, disons qu'il y a un contexte d'exclusion. Vous avez eu peur? Vous dites oui. Non, je vous confirme que oui, on a eu un conseil national du parti où on nous a menacé d'exclusion, mais non, c'est pas la seule raison qui m'a conduit à... Mais c'est une des raisons, la peur d'être exclu. Il y a d'autres raisons, et notamment le fait que je constate qu'effectivement, il y a une logique de bras de fer qui a été, je pense, voulu par le chef du gouvernement, et que moi, je ne souhaite plus, effectivement, poursuivre sur ce terrain-là, parce que je pense vous rentrez dans le rang, en fait. Non, je ne rentre pas dans le rang. Entre-temps, on a eu la confirmation que la primaire aurait lieu. Ce n'était pas le cas au mois de mai. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, le débat, il doit se faire dans un cadre démocratique, pas seulement dans les couloirs du Parlement, avec des motions de procédure, mais de manière transparente devant les citoyens, et que ce sera aux gens, éventuellement, de trancher entre différentes options politiques. Ça, c'est ce que je privilégie maintenant, parce que je pense que s'enfermer dans un tête-à-tête brutal entre le chef du gouvernement et une partie de sa majorité, ça ne mène nulle part. Et de toute façon, la loi travail passait de toute façon. Vous suivez finalement le message à la lettre de François Hollande. Il ne faut pas jouer contre son parti. Jean-Paul Huchon, est-ce que Michel Rocard aurait soutenu la loi Macron? Est-ce qu'il soutenait la loi travail? Est-ce qu'il trouvait que c'était une bonne loi? Soutenu la loi Macron, je ne suis pas absolument sûr qu'il aurait soutenu à fond, parce que il a été conscient des réticences presque culturelles, y compris vis-à-vis des catholiques, sur l'ouverture des magasins, etc. Je ne suis pas sûr. Et en plus, il n'aimait pas l'argent, car donc ce n'était pas un problème qui le concernait considérablement. Sur la loi travail, dans l'état où elle est aujourd'hui, je pense que c'est pas grave de la soutenir ou de pas la soutenir. Parce que vous dites qu'il n'y a plus rien dans cette loi travail, c'est ça? Il y a plus grand-chose. Et moi, j'ai toujours pensé que ça ne servait pas à grand-chose de déposer une loi quand même un petit peu provocatrice et agressive à un moment où on venait de ramasser une gamelle sur l'affaire de la déchéance de nationalité. Donc je pense que politiquement, on aurait pu la jouer un peu plus finement. On est d'accord là-dessus, vous voyez, on n'est pas en opposition. Cela dit, sur le fond, il y a un symbole. Je comprends pourquoi Valls s'y accroche particulièrement, parce qu'il y a un symbole de dire on aura réformé dans ces 5 ans quand même le droit du travail d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que la CFDT, qui n'est pas suspecte, je dirais, de collusion avec le patronat, a quand même beaucoup soutenu ce texte, et que dans l'esprit du gouvernement et dans l'esprit de Michel Rocard, mais aussi de François Hollande, il y avait d'ailleurs un très bon la rapport. rupture avec la CFDT aurait été une catastrophe pour l'avenir. Ah, et d'ailleurs, il y avait un très bon rapport entre la CFDT et Michel Rocard. C'était aussi un excellent rapport aussi, justement, dans les négociations. Du temps où je travaillais avec lui, il y avait un déjeuner presque tous les 15 jours, rue Montalon, au siège de la CFDT, avec Michel Rocard, Chérec, Edmond Maire, Nicole Notat et moi, et puis voilà, c'est tout, c'était comme ça. Oui, et ça manque aujourd'hui, justement, la négociation avec les syndicats, peut-être plus de contact, justement, avec les syndicats, justement, ces déjeuners, on va à la rencontre de l'autre, on va discuter autour d'une table. C'est ce qui manque, Hélène Pilichowski. Dans la méthode, ça, on l'a répété, parce que ça fait 4 mois et demi que ça dure, l'affaire de la loi travail, donc on a tous répété un peu la même chose. Mais c'est vrai que Michel Rocard, par exemple, préconisait d'abord de faire une photographie de la situation, un bilan, si vous voulez, d'un sujet. Par exemple, on aurait mis sur la table un diagnostic pour aboutir éventuellement à ce qu'il appelait un diagnostic partagé, c'est-à-dire qu'on met tout sur la table, où en est le code du travail en France, est-ce qu'il y a réellement des contraintes qui empêchent les chefs d'entreprise d'embaucher. C'était ça le problème, de poser une fois que tout aurait été déballé de cette façon-là, et qu'on aurait dit, bah oui,
les chefs d'entreprise nous disent que, les salariés pensent que, etc. On aurait mis tout le monde autour de la table, déjà on faisait un diagnostic. Après, on mettait d'aplomb une proposition de texte, et après on mettait le calendrier et comment l'appliquer. Si on avait fait ça, si on avait déballé les choses avant, il n'y aurait pas eu cette levée de bouclier, et puis surtout une exégèse du texte qui n'a été faite que grosso modo par M. Martinez sur la population. Donc si vous voulez, franchement, si c'était le gouvernement qui s'était mêlé d'expliquer ce qu'il y avait dans le texte au lieu de laisser Philippe Martinez... Alors ça c'est un autre... Voilà, alors ça c'est oui, non, vous avez raison, Hélène Pichowski. Mais je veux qu'on revienne quand même. Pierre-Emmanuel Guigou, il a eu ces mots récemment, Michel Rocard, dans une dernière interview à l'hebdomadaire Le Point. Il était très dur quand même avec le pouvoir socialiste actuel. Il dit « La conscience de porter une histoire collective a disparu. Emmanuel Macron, Manuel Valls sont loin de l'histoire. » Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'histoire. Il avait, j'ai écrit une tribune pour Libé l'autre jour, en expliquant que justement, Michel Rocard, c'était aussi un intellectuel. D'ailleurs, ça a été pas mal salué ces jours-ci, parce que c'était un brillant esprit. C'était impressionnant. Il est l'homme politique qui a écrit le plus de livres en France. Il a écrit 40 livres en tout. Donc il n'y a personne qui l'a égalé, même François Mitterrand, dont on a dit qu'il était une grande plume. Ce qui est vrai, il n'avait pas le style de François Mitterrand. On laisse parler Pierre-Emmanuel. C'était pas un littéraire, Michel Rocard, au sens de la grande plume, qui se voudrait un Zola ou un grand écrivain. Mais par contre, c'était un scientifique. C'était un sociologue, c'était un économiste. Et donc il aimait bien justement la technique, approcher la technique, et surtout toujours avoir une longueur d'avance. C'était fascinant de le voir, y compris vraiment à la toute fin, le voir beaucoup plus s'intéresser à la prospective, à ce qui allait se passer dans l'économie mondiale dans 10, 20 ans, 30 ans, donc des périodes qu'il ne connaîtrait pas, beaucoup plus que finalement aux jeux politiques contemporains, à l'effervescence qui finalement ne l'intéressait pas beaucoup. Jean-Paul Huchon, la conscience de porter une histoire collective a disparu, c'est ce qu'il disait. Oui, parce qu'on est dans un parti socialiste et dans une gauche qui a complètement endossé les habits des égaux des uns et des autres. La plupart du temps, sans que les uns comme les autres aient les compétences ou les capacités de porter véritablement un mouvement politique. Donc je comprends qu'il dit ça, c'est quand même la vérité. Et moi je vois depuis des années mon parti, petit à petit, être livré aux jeux les plus puérils, à la limite, les égaux. Quand il y avait Mitterrand contre Rocard, quand il y avait Popren, quand il y avait Chevènement, etc., il se passait quelque chose. Il y avait un vrai débat sur des choses qui en valaient la peine. Aujourd'hui, très franchement, on est dans un parti qui... il y a des débats quand même dans ce parti. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a quand même un débat entre les frondeurs, par exemple, et l'exécutif, Alexis Bachelay. Il faut quand même reconnaître que c'est d'un niveau très inférieur au débat qu'il y a eu dans les années 70 sur la question du marché, les nationalisations, la place de l'État, la réforme de l'État, l'Europe aussi, avec des sujets très forts. Est-ce qu'il fallait rester, aller vers la monnaie unique ou bien rester dans un système de monnaie nationale, etc. Donc ça, c'était quand même des débats très forts, quoi. Et il y a plus, ça manque justement, ces débats. Le niveau a énormément baissé, c'est dramatique. Et comment vous expliquez ça ? Mais le niveau est baissé à ce point-là, justement, sur les débats, sur les gros enjeux. Fait, je pense, mais Michel Rocard, d'ailleurs, l'avait senti très tôt, parce qu'en 1994, après l'échec des socialistes, il avait lancé les États généraux du Parti socialiste. Et c'était quoi les États généraux du Parti socialiste ? C'était de dire, le Parti socialiste est en train de mourir, de s'enfermer dans des jeux d'appareils internes et de leaders, alors qu'au contraire, il faut que ce soit un parti connecté à la société. Et il a essayé, quand il a été premier secrétaire, c'était très, très succinct, trop court d'ailleurs. Il n'a pas eu le temps d'une certaine manière, mais d'aller au bout de son idée. Mais son idée, c'était de dire qu'il faut un parti qui soit ouvert, qui ouvre les fenêtres et les portes. Et objectivement, le diagnostic que faisait Michel Rocard il y a 20 ans, on pourrait le reprendre à notre compte aujourd'hui. Et l'état du Parti socialiste, y compris quand il a accédé au pouvoir en 2012, c'est un parti qui utilisait les intellectuels pour essayer de bricoler des programmes, mais sans vraiment respecter la profondeur et surtout la fructuosité du dialogue avec eux. Et ce que disait Jean-Paul Huchon était très intéressant à propos des échanges réguliers avec des grands leaders syndicaux, avec des grands intellectuels. Il y avait une méthode Rocard. Et finalement, c'est ça aujourd'hui qui manque. C'est les hommes politiques sont nourris de quoi ? Ils sont nourris de communication. Ils sont nourris ils regardent les chaînes d'infos. Moi, souvent, on me dit, voilà, tiens, on a vu ça ou sur telle ou telle chaîne, on a entendu un tel ou un tel. Or, il faut donner de la profondeur à l'action politique. Et la profondeur, c'est de discuter avec des chercheurs, avec des gens qui sont aussi des... Allez, un mot très rapidement. Jean-Paul Huchon, un mot. Hélène Pichowski, un mot très rapidement. C'est aussi le problème de la sélection des élites. Le système proportionnel intégral qui crée
les clans, les courants, etc., n'a jamais été une bonne manière de sélectionner les futurs députés, etc. Il faut quand même que les gens soient sur le terrain et reconnus par leurs électeurs. Un mot, Hélène Pige. Non, mais moi, je pense que la baisse de niveau ne concerne pas seulement le Parti socialiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous voulez, c'est un des grands phénomènes de l'époque, effectivement. C'est-à-dire, et puis, la disparition de cette élite qu'on a connue. Il y a beaucoup d'hommes politiques de droite qui ne cessent de se référer au général de Gaulle parce qu'ils ont le sentiment que depuis, ils n'ont pas pu un véritable homme d'État. De droite, de gauche, d'extrême droite, tout le monde se réfère au général de Gaulle. C'est devenu la référence de tout le monde. C'est quand même incroyable. Il y aura Michel Rocard. Et Michel Rocard, tous les partis politiques et tous les pays occidentaux, toutes les grandes démocraties sont confrontées à ce problème aujourd'hui, pour différentes raisons. Mais... Allez, c'est la fin de ce débat. Il avait cette phrase, il paraît encore ces derniers jours. N'oubliez pas, chaque nouveau quart d'heure est tout bénéfice. Voilà, c'était une des dernières phrases de Michel Rocard. Un mot, si vous le voulez bien, quand même, parce que je sais que vous allez tous suivre le football ce soir. Alors, j'espère que je vais bien citer les noms. Pour vous dire que pour l'équipe d'Allemagne, eh bien, milieu renforcé avec Kroos, j'espère qu'on dit bien Kroos, on va bien me dire, Schweinsteiger, ça je le dis bien, et Kahn, bravo, je suis assez contente de moi. Et puis côté France, la Fédération française de foot nous dit que le match se jouera avec Umtiti. C'est bien ça. Ouais, bravo. Et Sissoko, voilà les noms des quelques joueurs. Bravo, c'est bien. C'est bien. C'est super. C'est super. Dans une heure, on va gagner. Allez, dans une heure, coup d'envoi de la rencontre France-Allemagne. D'ici là, on accueille Karim Yaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce jeudi. Karim. Bonsoir Karim. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Allez, on commence avec les hommages à Michel Rocard. Alors c'est vrai qu'on en parlait pas mal sur Twitter. Ceux qui étaient présents ou pas loin ont parfois partagé des images, comme cette journaliste de Libération. Au son du tambour et de quelques hirondelles, le cercueil de Michel Rocard est entré aux Invalides. Du côté du Parti socialiste, Édouard Riancipel a partagé quelques images un petit peu cramées par le soleil parce qu'il faisait très beau. Il y avait du monde. Benoît Hamon, lui, a publié cette image lors de l'image nationale avec quelques ex-jeunes rocardiens. Donc cette image partagée sur Twitter. Le compte Twitter de l'Élysée, évidemment, tout au long de ce moment particulier, a relayé notamment les déclarations de François Hollande. Michel Rocard résumait sa méthode ainsi: penser clair, parler vrai, agir juste. Il n'a jamais renoncé à ses principes, explique François Hollande. Le site d'ITélé, lui, a choisi cette autre citation du président de la République: il nous laisse des idées, des convictions et même du rêve. Le Huffington Post soulignait, lui, que finalement, François Hollande profite un petit peu de cet hommage pour faire son autoportrait, un discours de 25 minutes où il a dressé un certain nombre de parallèles entre l'héritage de Michel Rocard et l'exercice du pouvoir depuis quelques années. On retiendra notamment cette phrase: les deux gauches devaient s'unir pour gouverner, jamais il n'a joué contre sa famille. On peut y voir un filigrane, un appel à l'unité. Alors évidemment, ce qui était intéressant aussi, c'était de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Le compte Twitter de l'INA s'est replongé à des moments importants pour la France, mais aussi pour Michel Rocard. C'était en 1988. Michel Rocard défendait le RMI. On se souvient aussi de la CSG, une autre bataille importante. Et puis un site internet qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller voir, un site internet qu'on va peut-être découvrir. La presse locale de Nouvelle-Calédonie, évidemment, en profitait aussi pour rendre hommage à Michel Rocard, qui évidemment a joué un rôle de premier plan dans l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie sur le chemin de la paix. Donc évidemment, on lui rendait hommage. Ce petit avec les accords de Matignon. Exactement, avec les accords de Matignon. L'ancien Premier ministre qui semble n'avoir, qui aujourd'hui a plusieurs héritiers. En tout cas, tout le monde se revendique de l'héritage de Michel Rocard. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces héritiers de Michel Rocard. On en parlait notamment sur les ondes de France Inter avec cet édito politique de Thomas Legrand qui évoque évidemment Emmanuel Macron et qui évoque aussi Emmanuel Valls, mais en mettant un certain nombre de bémols parce que les choses ne sont plus si évidentes que cela.
le monde a changé, la politique a changé. Du côté de l'Obs, on est beaucoup plus critique. Thomas Guénolé considère que Manuel Valls n'a plus grand-chose à voir avec celui qui a été un de ses mentors. Il parle même de charognards qui veulent à tout prix récupérer l'héritage de Michel Rocard. Il explique finalement, lorsqu'on regarde un petit peu le parcours de Rocard, c'était un défenseur des libertés publiques. Manuel Valls, lui, a mis en place des lois de surveillance de masse. Il souligne aussi que Rocard était pour un modèle d'économie mixte. Manuel Valls était pour une privatisation et l'abaissement des protections sociales. Alors, je pourrais vous parler de football, mais j'en parlerai un petit peu plus tard parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais je vais vous montrer tout de même un dernier tweet que j'ai rédigé moi-même et qui vous est adressé puisque c'est la dernière fois, en tout cas peut-être la dernière fois qu'on travaille ensemble. Merci alors de m'avoir accueilli chaque soir à la fin de votre débat pour quelques minutes au rythme effréné de l'actualité. Et puis merci aussi pour votre fraîcheur, votre pertinence, votre impertinence. Et puis évidemment, on souhaite pour vous que le chemin qui s'ouvre devant vous soit pavé de succès. Merci Karim. Je suis très touchée. Merci, j'étais ravie aussi de vous avoir tous les soirs sur le plateau. J'ai encore une émission demain soir. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec moi durant ces 10 années. Merci encore à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 24 et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Merci.